images, interviews. Toujours l'effet salle de bain comme ça qu'on ouvre tous les micros. Bah oui, c'est qu'on a des invités ce soir. Mathieu et Léonard, bonsoir. Bonsoir. Salut. Voilà, on vous reçoit pour la première fois pour évoquer le projet Case Study Houses, à voir au théâtre du Grutli jusqu'au 8 février. Les représentations reprennent demain. Il y a un petit break comme ça de quelques jours et c'est bien mérité. On va vous expliquer ce qui se passe sur scène. C'est assez rock'n'roll pour les comédiens. Case Study Houses, c'est du théâtre certes, mais pas que. Alors avant de parler de Case Study Houses au théâtre du Grutli, petite lecture de ton CV. On va commencer par toi Mathieu, puisque c'est toi qui est le concepteur de ce projet. D'ailleurs toi tu dirais que c'est vraiment une pièce de théâtre, Case Study Houses. C'est une sorte d'installation vidéo et sonore. Pour moi c'est vraiment une pièce de théâtre de ce que moi j'attends du théâtre, mais c'est clair que par rapport à quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans un théâtre un peu plus classique, il va pas retrouver ce qui pour lui fait le théâtre. Déjà le simple fait que on n'est pas assis face à la scène, enfin il y a pas de scène et c'est pas séparé les spectateurs des acteurs, enfin tout est un peu mélangé. Il y a plein de choses qu'on s'attend logiquement à voir au théâtre qu'on va pas voir chez nous. Mais par contre de la même manière qu'au théâtre, il y a un texte, il y a des acteurs qui le jouent d'une manière certainement un peu différente de ce qu'on voit d'habitude, mais il y a un vrai il y a la plupart des choses qui pour moi font le théâtre sont quand même là quoi. Il y a une vraie scénographie, il y a des vraies lumières, il y a des vrais acteurs avec des vrais costumes, enfin, des corps, etc. Tout ce qu'il faut quoi. On va dire que c'est une petite claque rafraîchissante pour ceux qui aiment d'habitude le théâtre plan-plan. Là ça change un peu et c'est pour ça que j'espérerais que ces gens-là viennent aussi nous voir, mais c'est pas on joue ça dans un théâtre qui est un peu connu pour un théâtre qui fait des choses plus particulières, donc on a quand même un public qui quand il vient s'attend plutôt à voir ce genre de choses-là qu'à concrètement voir du théâtre classique comme on a l'habitude de voir. Donc c'est pas il y a des gens qui se perdent chez nous parce que justement ils viennent parce que c'est de l'architecture, ils viennent parce que voilà, ils s'attendent à autre chose, mais en général jusqu'à maintenant, ceux qu'on a eu jusqu'à maintenant, les architectes qui sont venus, ils étaient plutôt contents quoi. Ils avaient des questions pourquoi moi j'avais choisi pourquoi je citais plutôt certains architectes plutôt que d'autres, et on a eu des débats, c'était plutôt sympa quoi. Tiens, on va parler d'architecture ce soir puisque c'est lié au visuel et que l'émission s'appelle Images. On va faire une petite partie là-dessus. Comme la présentation et salutations passage à Léonard qui est venu aussi ce soir, qui est ton frangin et qui est comédien sur scène. On parlera un peu avec toi tout à l'heure de comment ça se passe au bord de la piscine. Exactement. Voilà. Petit CV pour toi Mathieu. Il est écrit que tu as vécu 10 ans à Berlin, c'est ça ? Ouais. Là-bas, t'as fait l'écriture de scène à l'école des Beaux-Arts à Berlin. Ouais. Et après, c'est un peu bizarre comme formule. Tu as opté pour une vie de SDF de luxe. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire fait des hôtels 5 étoiles. Pas loin de ça. En fait, j'ai profité de tous ces trucs qu'on offre aux auteurs ou aux artistes d'aller résider dans des endroits un peu partout quoi. Donc moi, j'ai habité pendant d'abord quelques mois à Genève, dans les Halles de Lille. C'est un endroit assez magnifique. C'est des appartements qui sont en plein milieu du Rhône, sur la seule île du Rhône. En fait, personne à Genève sait qu'il y a une île du Rhône jusqu'à ce qu'ils viennent me trouver. Après, j'ai habité pendant 6 mois à Los Angeles. En fait, la plupart des pays ont ça. Ils ont des résidences pour les artistes à l'étranger. Et ça, c'est la particularité des Allemands, c'est qu'ils ont une résidence à Los Angeles. Et comme j'étais 10 ans à Berlin, j'ai eu le droit d'y aller pendant 6 mois. Et c'était un truc extraordinaire, quoi. Mes voisins, c'était Hilary Swank, enfin vraiment les stars, Tom Cruise et compagnie. Et c'était juste au-dessus de la plage. Enfin vraiment le truc assez fantastique. Et tout ça payé par une bourse allemande. Ouais. Sympa hein, comme la vie d'artiste. Ouais, des fois, ouais. Il y a des bons côtés, puis il y a tous les autres, mais ça fait partie des bons côtés dont il faut un peu profiter. Ouais. Moi, parmi les bons côtés de cette émission, j'ai appris à mieux connaître le monde des artistes et du théâtre. Et c'est vrai, je savais pas qu'il existait ce genre de villa, une sorte de loft sans caméra, mais où on se retrouve et on peut. Exactement. Ouais. Là, on peut discuter, créer. Il y avait des photographes, il y avait des musiciens. Enfin, c'était vraiment un endroit extraordinaire. Puis du coup, on est tout de suite inséré dans un réseau d'artistes sur place, et donc j'ai pu rencontrer plein de gens. Je suis allé dans les galeries, je suis allé à l'ambassade de Suisse. Enfin, c'était vraiment très amusant, vraiment un truc assez génial. Ouais. T'as créé pas mal de pièces de théâtre, et puis en 2007, je saute un petit peu les étapes pour avoir le temps de parler de la pièce. Tu t'intéresses à l'architecture, peut-être même d'ailleurs un peu auparavant, avec une sorte de concept comme ça qui t'est venu à l'idée, mélanger ce domaine bien particulier de l'architecture à celui du théâtre et de la performance. Cette idée-là, c'est l'idée maîtresse de Case Study Houses. Toi, elle t'est venue comment, avec un voyage aux États-Unis, un livre, un film? Le voyage aux États-Unis, c'était parce que j'avais déjà cette idée-là, que je voulais voir concrètement ce que c'était la vérité de cette architecture et puis la vérité de Los Angeles. Mais ça fait, je sais même plus vraiment pourquoi je suis tombé sur l'architecture, mais en fait j'écris des pièces de théâtre qui racontent la vie de gens qui ont vraiment existé, donc des biographies. Et puis un jour je suis tombé sur la bio d'un architecte un peu
fou, enfin un peu étrange. C'est un type qui a jamais été architecte en fait. Il avait juste envie de le devenir parce qu'il trouvait que c'était super chic. Et puis il était plutôt beau gosse et il était à Los Angeles et il profitait en fait de coucher avec des femmes super riches et il les convainquait de demander à leur mari de lui acheter une maison, quoi. Et en fait, c'est comme ça qu'il est devenu architecte et j'ai trouvé cette biographie tellement drôle que je me suis dit là-dessus il faut écrire une pièce. Et cet architecte justement, il a fait 3 ou 4 des case study houses et c'est comme ça que je suis tombé dessus. C'est Pierre Koenig, c'est un autre? Non, il s'appelle Craig Elwood. Et enfin, il est pas du tout connu comme architecte parce que voilà, il a pas de papier, pas de diplôme et puis il l'a fait comme ça à la vas-y comme je te pousse, quoi. Il a fait des maisons assez belles, mais qui sont des copies de trucs qu'il a copiés en Europe. Et l'espèce de consécration, c'est que c'est lui qui a été nommé pour construire l'école d'architecture à Los Angeles. Donc évidemment qu'il a dû coucher avec la femme du maire ou je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, enfin c'était le gars qui se baladait avec des bagnoles de toujours plus neuves. Enfin, il était vraiment vraiment le playboy, le vrai playboy. Alors ça, c'est un peu la colonne vertébrale, j'allais dire, de ce projet. C'est cette architecture super moderne qui a débuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et qui s'appelle Case Study Houses. Et en fait, le but, c'était de construire, tu me dis si je me trompe ou pas, des maisons économiques et modernes. Une expérience qui s'est faite à Los Angeles. Et en fait, c'est Case Study Houses, ça dit pas grand-chose comme ça peut-être aux auditeurs, aux auditrices, mais en fait, c'est super connu parce qu'on voit ces baraques aujourd'hui parce qu'il y a une sorte de revival de ces maisons-là cubiques, assez ouvertes sur l'extérieur, un peu minimaliste, un peu béton et vert comme ça, dans les clips de R&B, dans les clips de musique électronique, dans les films à la David Lynch, on en voit partout en fait. Si tu en parlant de David Lynch, si tu prends la maison qu'il y a dans Mulholland Drive, là où c'est qu'il habite le réalisateur, c'est exactement une de ces maisons là. Ce qui est typique dans ces maisons case study house, c'est qu'elles ont en général une vue assez extraordinaire sur la ville ou bien sur les campagnes de Los Angeles, enfin la partie un peu plus sauvage de Los Angeles. Et ce qui est le mot case study house, ça veut dire juste cas d'études, c'est-à-dire que c'est vraiment des maisons qui ont été c'est un peu un catalogue Ikea de l'architecture, c'est-à-dire qu'ils ont fait une trentaine de maisons qui étaient vraiment publiées dans un espèce de catalogue, c'était un magazine. On rentre de plein pied dans l'industrie de la maison, quoi. Et c'était vraiment l'idée, c'est pas cher parce que c'est des maisons que tu peux construire disons avec 3 bouts d'acier et puis 4 baies vitrées et puis t'as fait ta maison, quoi. Il faut un cube et puis tu mets du verre autour. Et c'était vraiment l'idée selon ce dont tu as besoin, selon ta famille, quoi. Si t'es genre un couple avec des gamins ou bien un couple qui va en avoir encore plus, tu vas choisir une certaine maison. Et puis les plans, ils étaient vraiment comme les machins pour faire des pulls en laine, quoi. Tu découpes c'est modulable, dans le magazine, quoi. Et tu pourrais faire ta maison. Et c'était vraiment l'idée. C'est une idée hyper généreuse, hein. C'est des gens qui se disent voilà, on en a marre d'habiter dans des trous à rats, pas chauffés, compliqués à vivre. Pourquoi on vivrait pas tous dans des maisons super lumineuses où il suffit de passer une éponge mouillée pour nettoyer le sol et puis les vitres sont faites en 5 minutes, quoi. Enfin, c'était vraiment l'idée de départ, quoi. C'était assez. Ce qui est assez génial, c'est que c'est hyper généreux. Dis-toi des architectes qui font un plan que tu peux découper dans le magazine et refaire la maison. Et c'est vraiment, c'est entre la recette de cuisine et le pullover en laine parce qu'il y avait les matériaux qu'il fallait acheter. Il y avait aussi le mobilier. Il y avait toutes les. Ce qui est marrant en fait dans ce projet de base, c'est que ça paraît vraiment la maison Ikea pour tout le monde. Puis en fait que maintenant avec ce revival, c'est comme des maisons de luxe avec des super piscines et tout et qui font rêver tout le monde, quoi. Concrètement, si tu voulais les construire en Suisse, ces maisons elles coûtent très cher. Mais à Los Angeles, étant donné le prix, le prix du terrain c'est peut-être assez cher, mais c'est à Los Angeles, tu te fais pas de soucis d'isoler pour le froid en hiver. Le seul souci que t'as, c'est mettre la clim sur le toit, quoi. Donc c'est pas tout à fait les mêmes soucis que nous. Et à Los Angeles, concrètement, à part si t'achètes la maison originale qui a été construite dans les années 50, si tu veux en faire une copie, tu t'en sors assez à bon compte, quoi. Donc, comme tu as fait le SDF de luxe aussi à Los Angeles, tu nous en parleras dans quelques instants pour nous dire ce que tu as vu là-bas. Podcast. Radio Suisse Romande, couleur 3 sur rsr.ch. On y va, quoi. Images, interview. Interview et podcast d'ailleurs, vous pourrez écouter cette interview quand bon vous semble. Peut-être même mes invités vont la réécouter. Sûrement, peut-être, pour passer la tout fait juste. Un invité ce soir, Mathieu et Léonard Berthollet. Mathieu qui est le créateur de ce projet un peu spécial qui s'appelle Case Study Houses. C'est à voir au théâtre du Grutli jusqu'au 8 février. Les représentations reprennent demain. Léonard, toi tu es dans ce concept quelque part sur scène près de la piscine. On expliquera un petit peu tout à l'heure le projet théâtral en lui-même, ce qu'il est, ce qu'il veut dire. Mais avant on revient un peu aux origines de ce projet. En fait, Case Study Houses, c'est pas un nom pris au hasard, c'était un projet immobilier, une sorte d'aventure comme ça autour de l'architecture américaine qui a commencé vers les années 40
monte, on trouve ces baraques un peu, comme on disait tout à l'heure, super modernes, vitrées dans toutes les publicités pour le loto, dans les clips de house et R&B bling bling, etc. Ce sont des très belles maisons un peu cubistes, minimalistes comme ça. Ça représente un peu le rêve américain aujourd'hui, faut bien le dire. C'est assez étrange, ouais, parce que concrètement c'est les Américains qui en ont fait un rêve, mais c'est pas du tout américain en fait. C'est des Européens, c'est les Allemands qui ont inventé cette espèce d'architecture moderne. Enfin, les Allemands, les Français, c'est le Bauhaus. Et en fait, tout le monde s'est retrouvé aux États-Unis parce que à cause de la Deuxième Guerre mondiale, tous ces gens ils ont dû fuir l'Europe et ils sont tous retrouvés là-bas aux États-Unis. Et en fait, c'est un espèce d'import quoi. Mais ça nous revient dans la gueule par justement tout ce que tu dis, les films, les clips. Mais ce qu'il y a de particulier avec ce projet Castle House à Los Angeles, c'est que c'est déjà la deuxième génération d'architectes, c'est-à-dire que c'est déjà les architectes qui ont été à l'école avec ces Allemands, ces Français qui ont fui l'Europe et qui ont assimilé et qui font un truc justement pour eux quoi. Parce que la grande différence, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu fais pas la même maison à Los Angeles que tu l'as fait à Stockholm, quoi. Il y a juste pas les mêmes problèmes de température. Que à Moudon non plus d'ailleurs. Peut-être à Moudon. Je connais pas si bien Moudon. Mais... Disons que c'est plus intéressant quand t'as une vue ouverte sur le Pacifique que quand t'as du stratus dans la gueule tout le temps. Ça c'est sûr. Voilà, ces maisons étaient modulables, faites pour la famille, très ouvertes sur l'espace, etc. Elles étaient modulables aussi dans le sens où c'est les années 50, mais ces gens-là ils étaient modernes dans toutes les idées. C'est-à-dire qu'ils faisaient plus forcément des maisons pour les familles, ils faisaient aussi des maisons pour des couples qui se mariaient, qui avaient pas l'intention d'en avoir, bien pour des gens qui vivaient pas mariés ensemble quoi. Et ça c'est un peu la dimension problématique du projet, c'est-à-dire qu'ils ont l'ambition de faire des maisons modernes pour des gens modernes, mais que les gens qui sont là dans les années 50 ils sont pas modernes du tout quoi. Ouais, ça fait un peu un bide en fait à la base. Ah, ça se plante magistralement, c'est-à-dire que la plupart de quelques-unes de ces maisons, elles ont été transformées tout de suite dans les premiers mois, parce que quand quelqu'un de super riche s'achète une maison comme ça puis qu'il fait venir ses potes, ils font un peu, mais t'habites dans un garage en fait, et ça fait pas vraiment d'effet sur tes copains, sur tes voisines et tout ça. Et la maison c'est quand même un truc super important, c'est l'endroit où tu décides d'habiter et puis que tu montres à tes potes, t'invites du monde, donc il faut que ça fasse de l'effet. Et ces gens qui ont encore ces baraques aujourd'hui, les vrais, pas les copies, doivent se mordre un peu les doigts parce que souvent ils les ont changés, elles ont été faites par des architectes. Aujourd'hui, il y a plein dans toutes, il y en a 30 des maisons, donc il y a plein, elles ont toutes des histoires différentes. Moi, j'en ai choisi 5 et sur les 5, il y en a 2 par exemple qui ont été transformées tout de suite, donc elles n'existent plus dans la forme originale. Et il y en a 2 qui sont exactement comme elles étaient à l'époque. C'est comme si t'avais repeint un Picasso, quoi, quelque part. C'est dommage, quoi. Parce que c'était un beau à l'époque, ils savaient vraiment pas, quoi. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que, elles ont été photographiées à mort. À mort dans le sens anglais où elles en sont presque mortes tellement elles ont été photographiées. Et donc, il reste ces photos souvenirs et tu vas comparer, l'image de la maison avec la réalité. C'est ça qui est assez génial. Et je trouvais ça super beau dès le départ de se dire, moi, je rêverais d'habiter dans ces maisons-là, et les gens qui ont habité 50 ans en arrière, ils ont pas compris et ils ont transformé. Et je trouve ça, pour moi, c'est un peu réconfortant en me disant que si je fais du théâtre un jour puis que j'ai pas compris, je me dis peut-être que dans 50 ans, un jour, on comprendra. Il y a un truc un peu réconfortant dans voir qu'un projet qu'on trouve génial aujourd'hui, il a été pas du tout compris à 50 ans. C'est pour ça qu'on fait des podcasts. On les écoutera dans 50 ans, on les comprendra. Ouais, sauf qu'on sait pas encore si ça tient 50 ans ton podcast, donc on verra. En tout cas, ce qui est génial dans ton travail, c'est que tu as eu la possibilité d'aller étudier ces maisons de près. En 2007 à Los Angeles, à Pacific Palisades, tu as passé quelques mois là-bas grâce à une bourse du ministre des Affaires étrangères d'Allemagne. Ouais. C'est top quand même. C'était pas mal, c'était pas mal. C'était c'est assez intéressant parce que comme l'architecture moderne est partie aux États-Unis à cause du nazisme, je me suis retrouvé dans la maison d'un Allemand qui avait dû fuir, qui avait fui le nazisme et qui du coup, quand il est mort, il a donné sa maison à l'Allemagne. Et j'avais fait le même, en gros, je faisais le même voyage, je fuyais Berlin, pas pour les mêmes raisons que lui, des raisons beaucoup plus amusantes certainement, mais j'étais allé là-bas pour voir ces maisons et c'était, c'est génial parce que j'avais. T'as fait quoi là-bas pendant tous ces mois? Tu as pris un appareil photographique? Ouais, j'avais un appareil photo, je me suis pris une magnifique voiture, une Volvo complètement pétée des années 80, mais c'était vraiment. Ah oui, génial. C'est les comment on appelle ça? Rent a break. Tu peux louer une épave aux États-Unis, c'est génial, pour pas cher. En fait, tu loues une épave et puis si jamais elle devait crever sur l'autoroute, ils se promettent d'être là en une demi-heure pour donner une autre épave pour que je puisse continuer la route. C'est plutôt assez sympa. Mais j'ai fait. La Volvo des années 80, c'est cubique. C'était exactement ce qu'il me fallait. En plus, elle était gris mat parce que la laque avait pété entre temps, mais elle était vraiment géniale. Et ce qu'il y a de génial, c'est quand je connaissais ces maisons par cœur, parce que je les avais vues en photo, je pouvais te les redessiner sur plan. Et quand je les ai vues en vrai, c'était juste pas la même chose, quoi. Parce que sur les photos, tu vois pas que la maison, elle est sur la piste, sous la piste d'atterrissage de l'aéroport, qu'en fait il y a une autoroute qui passe juste derrière. Enfin, il y a tous ces trucs hyper réels qui manquent aux photos.
photos. Et ça, c'était vraiment assez chouette. Ou bien qu'une maison, elle a l'air d'être super lumineuse, mais en fait, elle est au fin fond d'une vallée. Et il y a seulement de la lumière de 4h à 6h de l'après-midi. Ou bien sur les photos, ces maisons, elles sont toutes seules parce qu'elles ont été construites dans les quartiers où il y avait rien à l'époque. Mais entre-temps, ça a été complètement construit. Et il y a plein de maisons tout autour. Et c'est là que tu comprends que la baie vitrée, ça peut pas fonctionner parce que t'as une baie vitrée et puis tout autour t'as des maisons. T'as pas franchement envie de te promener à poil pour aller à la piscine, quoi. Donc le bain de minuit, ça le fait plus. Ces case study houses des années 50 qui sont encore à Los Angeles aujourd'hui sont des maisons très prisées, très hype vraiment que la jet set s'achète, ou ce sont des maisons abandonnées? Alors il y en a moi une de celles qui fait partie de mon projet, elle est complètement abandonnée parce qu'elle est elle est très décentrée de Los Angeles, mais il y a deux autres qui sont vraiment emblématiques. Dans une des maisons habitent encore les mêmes gens qui ont emménagé il y a 50 ans à l'intérieur, et c'est la maison qui est en parfait état. C'est aussi la maison un peu obsessionnelle, hein. C'est un architecte qui était hyper fasciste, c'est-à-dire qu'il venait contrôler toutes les années qu'ils aient pas changé la couleur, et il ouvrait même les armoires pour voir s'il avait pas changé la couleur dans les armoires. Donc cette maison-là, elle est en l'état exactement comme le jour où elle a été construite. Ah, avec une plomberie des années 50. Ça, ils ont peut-être changé parce qu'ils ont un écran plat en tout cas. Donc, ils ont un peu changé les trucs. Mais il y a une autre maison qui, dès le premier mois, elle est devenue un studio de cinéma. C'est-à-dire que c'est aussi la maison la plus belle. C'est celle qui a une superbe baie vitrée qui est suspendue au-dessus. Enfin, elle est accrochée dans la colline au-dessus de Hollywood Boulevard. Et t'as juste la vue panoramique sur tout Los Angeles. Et elle a servi vraiment dès le départ comme studio. C'est-à-dire que je crois que la première semaine, ils sont venus tourner un film italien complètement oublié qui s'appelait Smog. Et puis ils ont peint les vitres avec de la peinture brune pour faire croire que la ville était recouverte de smog immonde, et puis pour montrer qu'on était en 2014, il y avait trop de voitures et que tout était détruit. Enfin, je trouve ça assez et du coup elle a été tout de suite un studio de cinéma, et maintenant ils font des pubs, des pornos. Non, ils font pas de porno. Ils font dans d'autres maisons des pornos, mais pas dans celle-là. Non, celle-là elle est vraiment trop chic, quoi. Elle coûte trop cher parce que les pornos c'est quand même cheap en général. C'est génial d'aller faire un voyage comme ça à Los Angeles de quelques mois pour découvrir toutes ces maisons. C'est une bonne base de travail pour ce projet de théâtre, mais moi ça me donnerait presque envie d'avoir un bouquin dans les mains pour voir ce que toi tu as vu. C'est une idée? J'ai déjà fait, en fait, j'ai fait 2 projets. Enfin, ça, c'est le deuxième projet qui raconte vraiment l'histoire des maisons. Mais j'ai fait un projet la saison passée qui était beaucoup plus documentaire, où en fait, les histoires que je racontais, ou les personnages qui venaient sur le plateau pour raconter une histoire, racontaient plutôt les histoires des vrais gens que j'avais rencontrés là-bas. Donc, des vraies histoires. Donc, je sais pas, j'ai effectivement rencontré une porn star, j'ai effectivement rencontré, j'ai rencontré un type très drôle qui était, journaliste sportif, pour le Los Angeles Times, et qui a fait une transformation. Il était homme et il est devenu femme, et il y avait plein d'articles sur lui dans les journaux. Il bosse à la rubrique mode, ou il est toujours Non, il bosse à la rubrique sport. Il continue d'aller au stade. Mais il avait des gros soucis sur comment il allait être reçu dans la loge des journalistes sportifs, quoi. Voilà, c'était assez amusant. Les troisième mi-temps, ça va être quelque chose. Il avait quand même, avant il allait facilement dans les vestiaires, là il avait quand même un peu peur. On revient dans quelques instants, puis cette fois-ci on va parler du projet à voir au théâtre du Grutli dès demain. Sur Couleur 3, Radio Suisse Romande, Couleur 3 sur rsr.ch. Invité aussi. En interview, dans Images. Et en direct. Et en chair et en os, Léonard et Mathieu Berthollet pour évoquer le projet Case Study Houses à voir au théâtre du Grutli jusqu'au 8 février. Ensuite, au mois de mars dans le Valais, on en reparlera tout à l'heure. C'est un projet théâtral basé sur un véritable projet concret architectural et urbain qui a eu lieu dans les années 40, 50 et 60 aussi aux États-Unis, en particulier à Los Angeles. Ces fameuses maisons cubiques, bétonnées, un peu minimalistes, très très belles, hein, très chic. Très chic. Voilà, donc ça c'est pour la partie architecture. Maintenant on va parler de la pièce de théâtre en elle-même, ou plutôt des pièces de théâtre, car il s'agit en fait d'un projet qui va de 1 à 5. À 5 c'est 5 décors, 5 maisons, c'est ça? Alors ça s'appelle Case Study House 5 parce qu'il y a 30 maisons en fait dans le total dans le projet. Et moi je savais pas vraiment par où commencer, donc je me suis dit je vais en faire 5 parce que il y a 5 maisons qui ont une piscine, et que je trouvais que quand il fallait parler de Los Angeles, de prendre la piscine comme point de départ, c'était quand même un bon truc, et que du coup j'ai choisi les 5 maisons qui avaient une piscine. Et puis il y a plein de maisons dans le projet qui ont aussi des piscines mais qui n'ont jamais été construites, donc là c'est vraiment les 5 maisons qui ont été construites une fois, qui ont été habitées et qui ont une piscine. Et donc ça s'appelle Case Study House 1 to 5 dans l'espoir qu'un jour je fasse les 6 à 30 qui viendront après.
Mais on verra, pour le moment, je suis tranquille avec ça. Et en fait, ça s'appelle donc 1 à 5 parce que tous les soirs, enfin, en fait, c'est pas tous les soirs, c'est dans chaque épisode. Il y a 5 maisons, si tu veux. C'est-à-dire que tu vas rencontrer les habitants de chacune de ces 5 maisons et ou les différents habitants, parce qu'il y a des couples, il y a eu des habitants différents. Et donc, du coup, chaque soir, enfin, à chaque représentation, il y a un habitant par maison. Et puis, c'est chaque fois un autre acteur, puis il raconte chaque fois une autre histoire. Puis, si tu viens voir un autre épisode, tu vas voir d'autres acteurs qui racontent d'autres histoires. Mais évidemment, plus tu vois d'épisodes, plus tu vas comprendre l'espèce d'intrigue qui se construit à travers tous ces personnages. Ce qui veut pas dire que si tu viens voir un seul épisode, tu vas rien comprendre, parce qu'il y a des petites histoires qui sont pour chacun des épisodes. Puis il y a une espèce d'histoire que tu vas comprendre comme ça à la longue. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vois un épisode, tu entends l'histoire de la femme qui habite dans la maison, et dans l'épisode d'après, tu vas entendre la version du mec. Et en général, ils sont, ils sont pas tout à fait d'accord. Hein. C'est-à-dire que la bonne femme, elle croit qu'il a construit une maison parce qu'ils allaient se marier, puis qu'ils allaient avoir des enfants. Puis en fait, le mec, il dit que non, je te fais une maison pour te faire croire que je vais avoir des enfants avec toi, mais surtout pour que tu restes avec moi. Donc il y a une espèce c'est un peu ce que raconte l'ensemble du projet. C'est ça qui se réalise. Plus tu vois d'épisodes, plus tu vas avoir cette impression-là. Ce dont parle beaucoup cette pièce, c'est un peu des rêves brisés, c'est-à-dire des choses qu'on espère, des choses qu'on aimerait, des choses dont on rêve et qui, finalement, au bout d'un certain temps, tu te rends compte que tu les as pas atteintes, quoi. Et c'est la métaphore de ce qui arrivait avec ce projet à l'architecture, quoi. Dans les années 50, ils avaient la véritable ambition de faire des maisons splendides et pas chères pour tout le monde, et puis personne n'en a voulu, quoi. Donc ces architectes, ils avaient un rêve super positif, un rêve super généreux de faire habiter tout le monde dans des maisons super sympas, super lumineuses, super chaudes, et puis personne n'en veut, quoi. Et puis ils avaient vraiment c'est assez drôle parce que c'est des architectes des années 50 qui se disent super modernes et super branchés, puis en fait quand tu regardes dans les détails, tu vois qu'ils sont quand même un peu coincés bourgeois, quoi. Ils disent notre maison elle est moderne parce que la cuisine est ouverte, comme ça la femme, même si elle cuisine, elle peut quand même parler avec ses invités. Tu vois, il leur vient jamais à l'idée de se dire qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre que la femme à la cuisine, ou bien les femmes vont se réjouir d'habiter ici parce que comme on a mis du lino partout, c'est super facile à nettoyer, quoi. Enfin, c'est un peu, c'est hyper beau. Et la table à repasser est intégrée. Absolument. Enfin, la cuisine, c'est aussi les premières maisons avec des cuisines équipées. Ouais, ça, avec 2 fours, les plaques électriques, la machine à laver dans la cuisine. Et puis, il y a une pièce spéciale pour la femme, donc la buanderie où elle peut faire du repassage et de la couture. Et puis, elle a une espèce d'une cour privative derrière pour accrocher le linge, quoi. C'est un peu, c'est hyper généreux dans l'intention, mais il y a quand même dans les détails où ça joue pas, quoi. C'était beau le rêve américain. Les années 50. Pour revenir à la pièce, on peut peut-être commencer justement par les décors, puisque là il y a vraiment un effet visuel. Comment toi tu as recréé l'ambiance de ces maisons des années 50 sur scène? J'imagine que le mobilier, tu as pas fait venir des États-Unis, on ne peut pas dépecer des maisons comme ça. Souvent ce sont peut-être aussi des créations d'architectes qui sont à l'intérieur. Donc comment on transpose aujourd'hui en 2009 avec le budget et les moyens du bord cette ambiance? Pour moi c'était essentiel de trouver un scénographe, donc quelqu'un qui fasse les décors, qui s'y connaisse en architecture. Et puis, par chance, ça fait déjà 2 projets que je travaille avec Sylvie Kléber, qui est les scénographes, donc elle fait les décors, mais elle a une formation d'architecte, donc elle s'y connaît vraiment dans ce projet-là. Elle connaissait ces maisons déjà d'avant, elle connaît ce que ça veut dire être une architecture moderne. Et donc, je lui avais demandé, on a travaillé déjà bien avant que j'écrive le texte ensemble sur le décor, parce que je voulais qu'elle prenne des décisions de décor avant que moi j'écrive le texte. Et puis, en fait, elle est un peu comme moi, c'est pour ça que j'avais besoin d'elle, c'est qu'on est tellement passionné par cette histoire et par ces maisons et par cette modernité qu'il y a tellement de choses qu'on aimerait dire, qu'on trouve ça c'est tellement important pour nous qu'on savait pas par où commencer. Et donc on a tous les deux attendu le plus longtemps possible. Donc ça c'est la partie un peu difficile de quand on travaille avec moi, c'est que comme je écris les textes et que je mets en scène, je fais tout ce que je peux pour arriver à l'heure, mais en général les textes ils sont rarement écrits longtemps avant qu'on ait commencé de répéter, ou même plutôt longtemps après, quoi. Et là c'était un peu la même chose avec la scénographe. En fait elle a réfléchi au décor et elle avait tellement envie de dire des choses et de montrer des choses que elle a décidé dans la nuit avant de commander au gars qui fait le décor, le constructeur, elle a décidé la nuit avant ce qu'elle allait faire finalement. Mais enfin on avait tellement fait de direction et de choix que ce qu'elle a fait pour finir c'était totalement évident. Et par rapport au mobilier, c'est un peu comme la modernité, elle est certes, l'image elle vient des États-Unis, mais la plupart du mobilier qu'il y avait dans ces maisons c'était du mobilier européen. C'était à l'époque dans les années 50 le mobilier hyper branché, c'est du mobilier danois. Et comme aujourd'hui le mobilier suédois si tu veux en gros. Et donc le mobilier danois
qu'il y a dans ces maisons là-bas, tu le retrouves aussi ici aux puces, quoi. Et moi, j'ai eu la chance, comme ça, j'ai fait les puces pendant 3 ou 4 mois et j'ai trouvé à peu près du mobilier pour chacune des maisons, quoi. Et c'est cool pour faire un projet au théâtre du Grizzly, 7 mois aux États-Unis, 4 mois pour aller chiner. Ah ouais, c'est un peu ce qu'il faut faire. Et on a trouvé, on n'a pas, si tu veux, chacune des maisons, donc chacune de ces 5 maisons est représentée d'une manière un peu différente. Il y en a qui sont représentées vraiment très réalistes, hein. Donc il y en a une avec effectivement la table de la salle à manger et les 3 chaises. Il y en a une autre qu'on appelle la maison exposée, et dans laquelle elle est devenue un studio de cinéma un peu cheap, on va dire, dans laquelle il y a un siège d'époque avec un cactus et puis des habits dans une penderie, ouais. Et puis il y a une autre maison où c'est juste la baie vitrée, et une autre maison où c'est juste une espèce de la terrasse en teck qu'il y avait au bord de la piscine. Donc il y a différents niveaux d'explication. Des fois on explique très clairement ce que c'est, puis des fois il faut juste se l'imaginer. Bon, la baie vitrée, c'est évidemment, quand tu la vois, tu te dis mais qu'est-ce que c'est, et tu comprends assez rapidement, effectivement, c'est une baie vitrée où la moitié elle est fermée, puis l'autre moitié elle est ouverte sur la ville, donc c'est assez clair. Mais c'est un décor. Moi, évidemment, je dis que c'est mon idée subjective, c'est que je trouve que c'est vraiment assez magnifique. On a réussi à reproduire vraiment l'architecture moderne. On a limité les matériaux. Il y a que de l'acier brut, et puis pour chacune des maisons un plexiglas différent. Donc cette idée du verre, mais transposée au théâtre. Donc il y a des super beaux plexiglas et du bois, et du bois. Enfin, on a vraiment limité les matériaux, et puis comme on joue dans un espace qui est extrêmement minimaliste et un espace assez magnifique pour le théâtre, c'est une white box, c'est-à-dire une boîte toute blanche, alors que le théâtre en général c'est toujours des boîtes toutes noires. T'as automatiquement dans la boîte blanche l'impression d'être dans un musée, donc on a fait vraiment des objets qui sont pour eux assez beaux, quoi. D'ailleurs, il y a quelques images à voir. Là, il y a je pense, un bon boulot du Grutli. Ça, c'est génial. Sur le site grutli.ch, il y a déjà des extraits de la pièce. Ouais. En vidéo. Ça, c'est très rare, hein, Charlotte, mais on fait du bon boulot de ce côté-là. C'est vrai, d'habitude, quand on parle de pièces, on sait jamais de quoi il s'agit si on n'a pas vu le filage ou si on n'est pas allé à la première représentation. Là, vous pouvez faire déjà une idée du décor, des textes et des personnages sur scène sur grutli.ch. Si tu veux, la vidéo, c'est super important. Dans un truc qui parle de Los Angeles, l'image et tout ça, c'était extrêmement important. Donc, on avait dès le départ un vidéaste qui s'occupait de faire c'est un vidéaste en fait qui fait la lumière, et c'est lui qui a inventé la piscine, et donc du coup il filmait le spectacle en même temps, et du coup il a pu tout de suite nous faire une vidéo un peu comme un clip vidéo de notre pièce pour vendre la pièce. Comment on l'arrête, Léonard? C'est ça qui est super intéressant avec lui, c'est qu'il a toujours quelque chose à raconter. Ouais, Calvin Harris, le temps de boire un petit verre d'eau. Et puis on revient juste après. Zima, Radio Suisse Romande, couleur 3 sur rsr.ch. Images, interview. Avec Léonard et Mathieu Berthollet, on a invité ce soir pour évoquer le projet Case Study Houses, savoir au théâtre Grutli de Genève jusqu'au 8 février prochain, basé sur donc on le disait, un projet déjà à la base architectural qui est parti d'Europe, qui s'est exporté aux États-Unis et qui nous revient en 2009 en Suisse romande et dans le Valais aussi pour d'autres représentations. Après le théâtre du Grutli, on en reparlera tout à l'heure. On pourra offrir des invitations aussi, tu m'as dit. Ouais. Pour les prochaines représentations, il y en a une, ça recommence demain. Alors on a parlé un peu du décor, du projet, comment il s'est monté. Maintenant, on peut peut-être rentrer vraiment dans le vif du sujet, du contenu parlé avec Mathieu. C'est pas très explicite dans le dossier. On peut peut-être expliquer la chose en revenant sur le concept de la boîte à outils, en fait, peut-être. Pour comprendre comment ça se passe sur scène. Concrètement, il y a 5 maisons qu'il faut habiter tous les soirs, et il y a 16 monologues, et ces monologues chacun de ces monologues il est attribué à une maison précise, et puis il y a des comédiens qui ont reçu un monologue à l'avance et qui savent qui vont jouer dans une maison un certain monologue. Et en fait, la boîte à outils, c'est parce que moi j'ai pu après choisir un monologue, choisir une maison, choisir un acteur, puis je peux fabriquer mes spectacles en fait comme ça, un peu comme je veux. Et donc le calcul théorique fait qu'il y a 1024 possibilités, et puis là on en montre une vingtaine, et à chaque fois c'est un nouveau spectacle. Donc t'as ces monologues qui sont un peu comme au Lego, enfin, ou bien plutôt comme au mécano, justement, les longues barres. Et pour mettre ensemble ces longues barres, il faut des petits machins, des petits éléments en T qui joignent les barres, et ces petits éléments en T, c'est des dialogues. Et là aussi on a une dizaine de monologues disponibles, et puis chaque soir, par hasard, en fait, je veux que les comédiens salles le fassent comme ça au dernier moment. Ils choisissent un de ces monologues pour mettre entre les monologues, un de ces dialogues pour mettre entre les monologues. C'est ça l'idée de la boîte à outils, entre autres. Comme c'est interchangeable, ça veut dire que vous avez dû apprendre tous les textes par cœur? Ouais, c'est-à-dire qu'on a chaque comédien entre 1 et 4 monologues. Et si tu veux, les parties entre deux, les dialogues, c'est plutôt des mouvements.
où on a deux dialogues parlés, mais un qui se résume à une question et une réponse. On va garder la surprise. Et un autre, Mathieu nous a donné une liste de phrases comme ça qu'on peut dire aléatoirement comme on veut. Et donc ça, c'était pas vraiment la grosse masse du texte à apprendre, c'était plutôt les monologues, le gros travail. Ça se passe comment concrètement lors d'une performance, d'une prestation? Il y a une sorte de lien intime avec le public, une sorte d'interactivité, quelque chose dans ce genre, ou ça reste... C'est pas interactif, mais si tu veux, c'est le public, il est tellement proche des acteurs et tellement au milieu de. T'es un peu dans la baraque, t'es un peu invité, un convive. L'idée de départ, c'était que les spectateurs deviennent le paysage, parce que un des principes de base de ces maisons. Moi, je vais faire l'autoroute. Pardon? Voilà, ou les arbres. Si tu veux, dans la charte, il y avait dans les principes, donc il y avait modularité, économie, efficience et tout ça. Et un des trucs, c'était adaptation au paysage. Donc on s'est dit que le meilleur paysage possible au théâtre, c'était les spectateurs. Et c'est vrai qu'ils sont, comme ils sont étalés dans l'espace, et comme les gens qui vont au théâtre en général sont habillés tout en noir, ça fait une espèce de masse un peu sombre comme ça entre les maisons. Et ça atteint tout d'un coup un peu ce côté. Il y a des maisons qui se détachent d'une masse, et ça, c'est assez beau. Et du coup, nous, on les sent vraiment parce que entre les comédiens, il doit y avoir un vrai rapport, justement pour tous ces moments de dialogue. Et justement, à ces moments, on sent le public qui est entre nous. Toi, tu joues par exemple quel personnage sur scène? Tu es déguisé? Déguisé, je sais pas si c'est le bon mot. On a des costumes, oui, mais j'ai 4 monologues. Donc j'ai celui du dreamer, qu'on appelle ça comme ça, le comédien qui est un peu prêt à tout pour arriver au bout de son rêve. J'essaie d'explorer un peu cette partie-là, parce que c'est vrai, tu sais, lors d'un dossier de presse, d'une présentation d'une pièce de théâtre, on explique c'est tel grand acteur qui fait telle pièce de théâtre qui va jouer tel personnage, c'est très explicite. Et là, c'est un peu mis en retrait, donc je voulais explorer un peu cette partie-là. Oui, parce que là, justement, on joue tous plusieurs personnages, on joue même certaines fois les mêmes personnages, donc il y a certains monologues qui sont dits par plusieurs comédiens chaque soir différent. Et donc moi j'ai d'autres textes aussi, justement le mari qui a demandé cette maison pour sa femme. Enfin, on sait pas trop exactement ce qu'il voulait. Il voulait surtout une maison de l'architecte, et il a fait faire cette maison, et du coup sa femme couche un peu avec l'architecte pour avoir la maison. Il y a l'autre maison où en fait il y a donc une pièce en plus dans la maison pour l'architecte un peu, ouais. Disons qu'il met sa trace partout avec la femme du dit personnage, et il y a une autre maison où il fait une maison pour réaliser le rêve de sa femme, mais alors que lui en fait en soi n'en a pas vraiment envie, surtout pour les rêves d'enfant de sa femme. Et la dernière, c'est plus un truc un peu plus général sur Los Angeles, où en fait je représente une vue de Los Angeles. Comment vous évoluez, vous, dans ce décor un peu particulier? Alors c'est facile de trouver ces marques quand on joue plusieurs personnages. Oui, parce que dans chaque endroit, vraiment, il y a une chorégraphie qui est imposée par Mathieu, plus ou moins. Oui, j'ai vu, il y en a qui se roulent par terre. Je crois qu'ils se roulent tous par terre sauf un. Et du coup, vraiment, il y a un langage physique qui correspond à chaque endroit dans l'espace. Donc la difficulté en tant que comédien, c'est plutôt de réussir à jouer avec ce conflit entre le texte qu'on doit dire et les gestes qu'on doit faire. On peut parler des autres acteurs et actrices qui sont sur scène. Il y a Robert Roccobelli. Non, lui n'est plus malheureusement là. Non, parce que il était sur le projet. J'avais fait un projet en fait qui soit le plus flexible possible pour mettre le plus d'acteurs possible. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a travaillé, c'est devenu tellement rigide que j'ai un peu abandonné cette idée de mettre tout le monde. T'es devenu chiant comme un architecte alors. Ouais, en gros, ouais. En gros, ouais. En fait, ce qui fait que chacun des acteurs peut se retrouver assez facilement dans la maison, c'est que comme il y a une forme super stricte qui est justement cette chorégraphie, mais il n'y a pas seulement la chorégraphie qui est stricte, il y a aussi la manière de dire le texte, c'est-à-dire que j'ai décidé d'avance si on disait son texte vite ou lentement, si les respirations étaient importantes, et si tu veux, c'est ces deux éléments-là qui font que plutôt que de retrouver son propre personnage quand il va dans la maison, ce qu'il va retrouver en premier, c'est la forme. Et ce que moi je leur demande de montrer, c'est comment un comédien, donc chacun de ces comédiens qui sont sur le projet, comment il prend sa place à l'intérieur de ce truc-là, un peu comme comment font des gens pour prendre leur place à l'intérieur d'une maison qu'ils n'ont pas choisie eux-mêmes. Donc c'est ce qu'on fait tous. Quand on emménage dans un appartement, on se dit qu'on va peindre une pièce pour que ça devienne la nôtre, quoi. C'est un peu cette idée-là. Comment on fait l'acteur pour montrer, voilà,
Maintenant, ce personnage, il devient à moi, je lui donne ma peinture, je mets mes posters au mur. Bon, on va faire une interview minimaliste, comme il nous reste une petite minute, un peu comme les maisons. Une réponse, une question brève, s'il te plaît, Mathieu. Est-ce que tu vas continuer à élaborer des projets scéniques, des performances toujours autour de l'architecture, ou ce Case Study Houses met un terme à déjà des années de réflexion sur le sujet? Non, je crois que je suis vraiment trop obsédé par l'architecture pour arrêter tout de suite. Non, je vais faire d'autres choses, mais un peu moins évidentes peut-être sur l'architecture. Ouais. En tout cas, merci d'être venus ce soir, messieurs, pour nous parler de Case Study Houses. À voir jusqu'au dimanche 8 février au théâtre du Grutli Genève, ensuite au théâtre Interface. J'en parlais tout à l'heure. Voilà, à Sion. Il y a aussi la plateforme d'écriture contemporaine. Ça, c'est le vendredi 6 février. Avec la Fiesta, le 6 aussi, après. Voilà, il y a de quoi faire. Grutli.ch, on peut voir quelques extraits de la pièce assez géniale sur la page d'accueil du site. Et puis, plus d'infos sur ta compagnie, c'est sur le site www.moufouteux.ch. C'est comme ça que ça se prononce, c'est pour ça que je t'avais laissé la patate chaude. Moufouteux, la compagnie de Mathieu. Merci encore Léonard et Mathieu d'être venus ce soir. Merci. On peut offrir des invitations. Charlotte dit oui. Oui. Elle dit oui, mais elle dit pas trop, quoi. Si, elle dit oui. Elle dit juste surprise, je crois. 0840 003 003 0840 003 003. On vous met sur la guest list. Radio Suisse Romande, couleur 3 sur rsr.ch.